Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique de la journée. J'ai le plaisir de recevoir François Tonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service politique du journal La Provence, bienvenue dans nos studios. Merci. Nous sommes 48 heures après ce tsunami des résultats du premier tour des élections législatives anticipées et déjà des candidats de circonscription des Bouches-du-Rhône se sont désistés depuis dimanche. Il y a bien sûr Sagrina Agresti-Roubache, Lionel Royer-Perrot et on l'a appris hier, Mohamed Lakila ainsi que Claire Pitola qui n'avait que moins de 1000 voix d'écart dans la deuxième circonscription avec le candidat de gauche. Les soldats d'Emmanuel Macron respectent les consignes, François Tonneau. Oui, respect, ça a été un petit peu plus compliqué pour certains que pour d'autres. J'ai vu que Mohamed Lakila avait notamment tenté de convaincre son concurrent de gauche de se désister, c'est peine perdue. Claire Pitola aussi a pas mal hésité, mais on peut les comprendre, effectivement. Ils sont pas très très loin de leur challenger, et puis c'est pas évident de lâcher ce siège de député où c'est vrai, pour parler d'eux, et en toute objectivité, ce sont des gens qui ont plutôt bien travaillé, qui ont fait beaucoup pour leur majorité, donc forcément c'est difficile d'un coup d'un seul de devoir se plier aux injonctions démocratiques, mais c'est la vie. Alors Anne-Laurence Pétel, dans la 14e circonscription, n'a pas lâché le morceau, puisqu'elle elle se maintient, elle, même si elle est en 3e position. Oui, on verra ce que ça donnera au niveau des résultats, mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée quand même. Hein. Alors on va pas se mentir, on aura les résultats de toutes les alliances ce soir, puisque c'est le dépôt en préfecture a lieu ce soir, mais quasiment toutes les circonscriptions de Marseille vont opposer le Rassemblement National au nouveau Front Populaire, on en est quasiment sûr. Ma question est simple, vers qui vont se reporter les voix des autres candidats? Alors ça tombe bien, j'ai une boule de cristal, je vais vous dire. Dites-nous tout. Non, c'est difficile parce que y a ce qu'on appelle l'abstention différentielle qui pourrait faire son retour. Vous savez, c'est cette forme d'abstention que les politologues adorent expliquer et que personne ne comprend jamais. Mais en gros, on s'abstient non pas en fonction d'une humeur ou d'un contexte, mais plutôt en fonction d'une personne. Si on prend l'exemple de la deuxième circonscription où Claire Pitola s'est retirée, on se retrouve avec une candidate du Rassemblement National, plutôt un candidat, pardon, et un autre qui vient du Parti Socialiste qui s'appelle Laurent Lardy, que les Marseillais connaissent peut-être parce qu'il est adjoint de Benoît Payan, parce que c'est quelqu'un qui est pas connu pour ses amitiés avec la France Insoumise, et c'est quelqu'un qui à l'époque, je parle de ça, il y a une dizaine d'années, a participé à l'éviction de Jean-Noël Guérini d'un Parti Socialiste qui n'était pas franchement le plus reluisant. Donc c'est quelqu'un qui a priori a des valeurs très intéressantes, mais qui reste allié à des gens qu'une partie de l'électorat de gauche modéré n'a pas envie de voir arriver au pouvoir ou n'a pas envie de placer à l'Assemblée nationale en force. Donc certains d'entre eux pourraient être amenés à s'abstenir. Ce qui fait que, on pourrait assez étonnamment trouver une abstention plus importante au second tour qu'au premier. Et deux, avoir une espèce de démocratie qui fait un pas de côté, parce que, mine de rien, ces fronts républicains ne satisfont pas grand monde. Ils satisfont surtout les partis, les appareils politiques qui y trouvent leur compte, qui se déchireront après. Je crois que c'est Raphaël Glucksmann qui l'a dit, on s'engueulera après. Moi, je trouve ça pas très sain, parce que même si le second tour en général est une affaire de duel, y a beaucoup de gens qui vont sortir frustrés de cette histoire. Et à ça, je pourrais ajouter une expérience que je viens de vivre il y a quelques minutes au téléphone avec des candidats du Rassemblement National qui me prenaient à partie en tant que journaliste en disant ce que vous faites, vous les médias, bon c'est toujours la faute des médias et puis les juifs, vous le savez bien ici, vous ce que vous faites c'est favoriser une espèce de front contre nature, ils ont peut-être raison sur le contre nature, mais c'est le jeu de la démocratie, mais ce qui est sûr c'est que on peut aussi comprendre que ces gens se disent on va nous voler l'élection, on aura eu 40-45% des voix, notamment dans cette région, et au final on aura peut-être une assemblée qui sera dirigée par un gouvernement technique de centre-gauche, quoi. On n'a jamais autant entendu parler Jordan Bardella à la télévision, donc on va pas non plus dire qu'on ne parle pas du Rassemblement National. Alors c'est pas toujours en bien effectivement, mais on en parle quand même beaucoup. Hier vous disiez dans votre journal vous interviewiez un politologue qui expliquait que le Rassemblement National avait une réserve de voix, et ça a été une découverte pendant ce premier tour des législatives. Oui, Est-ce qu'on s'attend aussi à une autre réserve de voix pour ce deuxième tour ? On pouvait penser qu'avec 10 millions et demi de voix, Marine Le Pen avait fait le plein, mais si on se souvient de la présidentielle 2022, elle avait récolté 13 millions de voix.
Donc les réserves sont toujours là, elles se trouvent dans l'abstention. Alors c'est vrai que la présidentielle, c'est l'élection où on vote le plus. Je crois qu'on avait quelque chose comme 80%, 78% de participation. Là on est à 65%, donc ça veut dire qu'il y a encore une réserve de voix pour Marine Le Pen, évidemment. Là elle a puisé au premier tour chez des gens qui viennent par exemple des Républicains, mais il y a encore des gens qui se sont abstenus, qui auront peut-être envie justement, contre le Front Républicain, de marquer le coup et de transformer l'essai pour utiliser la métaphore. Vous l'avez évoqué la semaine dernière dans votre journal, la communauté juive serait tentée par le vote du Rassemblement national. Ça n'est pas l'avis du maire de Marseille qui rappelle à tous de ne pas être amnésique et de se rappeler d'où vient le fondement de ce parti d'extrême droite. Est-ce qu'il est étonnant aujourd'hui, selon vous, que des juifs votent pour le Rassemblement national ? La problématique de cette élection, c'est sa polarisation. Et on a vu que elle se situe juste après les européennes, où l'essentiel de la campagne s'est faite autour du conflit entre Israël et le Hamas. Il a été ce conflit instrumentalisé notamment par une partie de la gauche radicale. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Évidemment, ça a polarisé aussi les esprits. Moi-même, j'ai parmi mes amis des juifs qui n'ont jamais voté au Rassemblement national, mais qui là, parce que ils ne veulent pas voir les LFI s'installer à l'Assemblée nationale, sont prêts à le faire. Il y a eu des personnalités morales importantes, je pense à Monsieur Klarsfeld, qui se sont prononcés pour le Rassemblement national. Ici, à Marseille, des personnalités influentes également ont dit qu'au second tour, ils n'hésiteraient pas à choisir. Donc on peut comprendre que le vote communautaire suive aussi un peu ses leaders. On peut comprendre aussi qu'il y a des réflexes au fond assez basiques, mais pas forcément condamnables. Après, c'est sûr vous avez raison, il faut se souvenir de l'histoire de ce parti. Il faut voir aussi comment a opéré d'abord la dédiabolisation, aujourd'hui la banalisation. Et si vous avez écouté Jordan Bardella dimanche soir lors de sa prise de parole, la première chose qu'il a dite, c'est « Je serai le garant de vos libertés, je serai le garant de vos droits, et je serai le garant de votre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité ». À partir de là, certains ont le droit de penser qu'il est sincère. J'imagine que vous avez rencontré des candidats du Nouveau Front Populaire dans le cadre de cette campagne. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, notamment depuis dimanche, sur l'attitude de leur leader, Jean-Luc Mélenchon, puisque dimanche, il s'est affiché avec Rima Hassan, arboré de son kéfier en premier plan. Est-ce qu'ils pensent sincèrement, ces candidats du Nouveau Front Populaire, qu'ils vont réussir à rassembler ainsi ? Non, bien sûr. Enfin, ça dépend lesquels, évidemment. Oui. Ceux de la France insoumise qui sont derrière lui pensent toujours la même chose que lui. Les autres sont beaucoup plus gênés aux entournures. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, ce soir-là, ne se plaçait pas forcément dans la perspective des législatives ni de Matignon. Je pense que lui, il a une stratégie de bordélisation de la vie politique et de vote des cités. Il va vraiment chercher un électorat qui lui sera utile pour la présidentielle. C'est à ça qu'il pense. C'est son objectif. C'est à ça qu'il pense. Après que les autres se débrouillent, on connaît Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours une stratégie personnelle. On l'a vu ici à Marseille, il venait de débarquer en piquant la place d'un socialiste pour les législatives, et en aucun cas il a aidé la gauche à accéder au pouvoir malgré l'esthétique du printemps marseillais. Aujourd'hui, il fait la même chose. Il pense à lui. Ça gêne beaucoup certains électeurs. Ça pourrait coûter à la gauche. Enfin, en tout cas, certains candidats de gauche qui sont pas du tout comme lui. Ce qui est sûr, c'est que la vision de l'affiche Front Populaire, avec juste Jean-Luc Mélenchon et à ses côtés Manuel Bompard et Rima Hassan avec son kéfier, ça a pu choquer pas mal de gens. Évidemment. Alors, je vous donne un exemple, Monsieur Lardy. Moi, je vote justement dans la deuxième circonscription, là où il y a le candidat du Nouveau Front Populaire, Monsieur Lardy. Et hier, il y avait des militants devant l'école de mes enfants qui disaient aux potentiels électeurs du secteur, vous savez, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Lardy a des valeurs humanistes, etc. Même Claire Pitola, qui est la candidate d'Ensemble, a soutenu sa candidature désormais puisqu'elle elle n'est plus dans la course. Donc on sent quand même qu'il y a un travail à faire aussi jusqu'à dimanche pour convaincre les futurs électeurs de se dire, bon,
il y a des gens de gauche qui sont plus modérés, évidemment, au sein du nouveau Front populaire. Oui, et puis ces gens-là, on les retrouvera à l'Assemblée nationale. Si Laurent Lardy est élu, nul doute que il votera pas tout en bloc avec ces nouveaux vrais faux amis de la France insoumise, des écologistes, des communistes. On l'a vu d'ailleurs, la NUPES a duré le temps des roses. Elle a explosé avant les européennes. Elle se reconstitue sous un autre nom dans des circonstances électorales précises. Elle réexplosera dans quelques mois sans aucun doute. Et j'imagine que quelqu'un qui est socialiste, qui est modéré, pourrait très bien voter des lois, en tout cas, ou des mesures qui sont pas très politiques au fond. On parle pas de refaire la loi immigration là, des mesures pas très politiques avec d'autres majorités de circonstances. Même le Rassemblement national, s'il n'a pas tout à fait la majorité absolue, mais qu'il a une majorité suffisamment confortable, au-delà de 260 députés, pourrait tenter de former une alliance, d'accepter Matignon et de dire à l'occasion de mesures pour le pouvoir d'achat ou de mesures sociales qui n'ont rien de politique, rien qui touche au droit du sol, et agréger des députés qui sont pas du tout de son camp. Hein. Parmi les figures politiques importantes de notre territoire, Martine Vassal n'a pas donné de consigne de vote comme sa famille politique des LR. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, de rester en retrait en tant que personnalité politique de premier plan, notamment ici ? Je pense que les LR sont encore dans la sidération et le traumatisme de leur explosion. Il reste pas grand-chose, c'est difficile pour eux de se positionner parce que... ils ont déjà, allez, je vais être méchant, mais ils ont déjà un pied dans la tombe, quoi. Donc, ce qui leur reste, il faut le sauver intelligemment. Donc, ça sert à rien de se précipiter en prenant des positions qui pourraient être contredites le lendemain. Et jusqu'à présent, les LR font pas preuve d'une grande clairvoyance. Donc je comprends qu'elle soit prudente, Martine Vassal. Elle a aussi, je pense, plus personnellement encore en elle, l'échec des municipales qui la taraudent. Elle veut pas prendre de risques politiques. Les LR, qu'est-ce qu'il leur reste aujourd'hui ? Il va leur rester peut-être, dans le meilleur des cas, une cinquantaine de députés, vraiment dans le meilleur des cas. Peut-être que ça peut aussi être un groupe pivot qui les aide à exister à l'Assemblée nationale, ce qu'on disait il y a quelques minutes, autour d'une coalition du centre droit, ou même avec le RN s'il décide de prendre le pouvoir. Donc ils jouent la montre. Au fond, c'est peut-être la moins pire des choses qu'ils aient à faire. On rappelle que Benoît Payan, le maire de Marseille, a appelé à faire barrage au Rassemblement national, quoi qu'il arrive, tout comme Renaud Muselier, qui a tout de même précisé en évitant les antisémites et les VRP du Hamas. Un commentaire, François Tonneau ? Non, mais Renaud Muselier, on connaît son histoire personnelle. C'est quelqu'un dont le grand-père a porté la Croix de Lorraine, qui a une partie de sa famille qui a été déportée. On comprend que Renaud Muselier, lui, n'ait pas envie du tout de franchir les lignes rouges. C'est tout à son honneur. Donc ce soir seront clôturés les derniers accords puisque les politiques doivent déposer leur candidature en préfecture. Est-ce que vous avez des indiscrétions à nous délivrer éventuellement ? Ou on sait quasiment tout désormais ? Non, on ne sait pas encore tout à fait tout, mais je pense qu'il y a encore des gens qui vont se désister. Je crois que dans la région, il y a encore 2-3 personnes qui hésitent. Anne-Laurence Pétel, vous l'avez évoqué à Aix. Il y en a une aussi à Avignon, dans les Alpes de Haute-Provence. On partait dimanche soir à 20h sur environ 300 triangulaires. On devrait être à moins de la moitié, je pense, à l'arrivée, ce qui va quand même éclaircir un petit peu le paysage. On précise aussi qu'Alan Poplar s'est désisté, le troisième de la 5e circonscription, qui donne la place à Hendrik Davy, qui n'a pas été choisi par le nouveau Front populaire, mais qui sera désormais le candidat de ce deuxième tour. Comme quoi, en démocratie, les purges n'ont pas lieu d'être. Merci beaucoup François Tonneau, chef du service politique de la Provence, d'avoir été avec nous pour commenter ces résultats du premier tour. Et puis on espère, on vous souhaite surtout bon courage pour ces prochains jours, parce qu'à mon avis, il va y avoir du boulot jusqu'à dimanche. Merci à vous et longue vie à votre radio. Merci beaucoup, à très bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.